Ça y est, nous y sommes. Lors des 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. À Washington, en 2026, le locataire de la Maison-Blanche, loin du goût pour la sobriété et la modestie des pères fondateurs, réalise des festivités à son image, clinquantes et moins centrées sur la célébration des figures révérées de la nation que sur la sienne propre. On imagine également mal le tenant du America First, à la culture historique limitée, souligner la place de la France dans l'acquisition effective de l'indépendance au cours de la guerre épuisante que les insurgents livrèrent aux tuniques rouges britanniques du roi George III. Le ferait-il qu'il y serait certainement question, comme toujours, du marquis de Lafayette, le héros des deux mondes, le soutien infatigable de la cause indépendantiste. Un symbole utile, oui. Surtout un symbole en fait, le marquis de Lafayette n'étant pas, sur le terrain, l'acteur décisif que sa légende laisse imaginer. En fait, il existe bien un Français auquel la cause américaine doit son salut. Mais son nom, pas grand monde ne le connaît, en dehors des cercles des 18e-istes, comme on le dit en histoire, ou des férus d'histoire militaire. À ma connaissance, il n'existe qu'une seule statue le représentant, dans une ville de l'arrière-pays cannois dont il portait le nom, une ville connue pour ses senteurs et ses parfums. Vous aurez reconnu Grasse, ou plutôt De Grasse, l'amiral de Grasse. Dans les minutes qui viennent, vous allez comprendre pourquoi Washington a dit de lui qu'il fut l'arbitre du conflit, et en même temps, vous découvrirez la raison qui explique la très fine trace qu'il a laissée dans les mémoires. Aujourd'hui, amis Frenchies qui fréquentaient cette chaîne, on sort un amiral du formol, un amiral français qui fit faire des rêves aux Américains et des cauchemars aux Anglais en gagnant un sacré crunch naval. Allez, prenez place, on prend la mer. Bon, il aura fallu pour les besoins de la cause y aller d'un hymne et d'un drapeau US, mais entendons-nous bien, au tournant des années 1770 et 1780, on ne trouve pas de traces de ça sur les champs de bataille, même si les peintures de célébration ont ajouté cette petite touche d'anachronisme a posteriori. Avant d'en venir à l'amiral, je vous propose une petite synthèse de l'enjeu de l'implication française dans l'affaire américaine au cours des années 1770. En fait, cette histoire d'indépendance, elle leur tombe dessus de manière relativement précipitée aux habitants des 13 colonies de la Nouvelle-Angleterre. Ils se disaient, jusque peu avant 1776, plus anglais que les Anglais, ayant combattu vaillamment lors de la guerre de 7 ans contre les Français, par exemple. Mais les restrictions commerciales, les impositions fiscales unilatérales et le mépris du roi George III font très vite grimper la colère. La colère se transforme en révolte, la révolte en révolution. La guerre qui en découle s'annonce comme un chemin de croix pour les milices des insurgés. Mal payées, mal équipées, motivées mais ignorantes de la discipline et des tactiques militaires rudimentaires. Pour les commandants américains, à commencer par un autre vétéran de la guerre de 7 ans, George Washington, une victoire seule et sans marine de guerre contre la grande puissance du moment a tout d'une illusion. Alors il faudra marcher sur deux jambes, tenir et faire souffrir au maximum sur le terrain les troupes britanniques, et aussi trouver des soutiens extérieurs, à commencer par la rivale atavique du Royaume de Grande-Bretagne, la France. Ce n'est pas pour rien que Benjamin Franklin, l'Américain le plus admiré dans le monde, est envoyé en France dès la fin de l'année 1776. Benjamin Franklin est une attraction en France. Il fréquente évidemment la cour autant que les salons les plus influents, déclenchant sans tarder un élan de sympathie. Certains comme Lafayette n'ont pas attendu son activisme pour épouser la cause des Patriots. D'autres comme Beaumarchais ou Milby, alors agent de la couronne à Londres, plaident également pour l'implication de la France pour enfoncer davantage l'épine dans le pied de la perfide Albion. De son côté, Louis XVI a un cas de conscience. Tandis que son ministre des Affaires étrangères, Vergennes, voudrait aller plus avant sur cette question, le roi renacle à soutenir des hommes qui sont après tout des rebelles à l'autorité de leur souverain légitime. On sait jamais, ça pourrait créer un précédent. Et puis, tailler des croupières au rival anglais, c'est bien, mais encore faut-il ne pas se ridiculiser à déclencher une guerre coûteuse pour une cause perdue d'avance. Alors pendant 2 ans, la France joue double jeu, ne s'engageant pas officiellement dans la guerre, mais offrant un secours indirect aux insurgents, qui tentent tant bien que mal de résister aux Anglais, en faisant valoir, malgré leur infériorité technique, leur audace et leur maîtrise du terrain. Tout change en octobre 1777, lorsqu'une armée britannique entière est forcée à la reddition par le général Gates du côté de Saratoga. À partir de là, la cause des patriotes devient militairement crédible, et une véritable alliance avec la France peut être envisagée, ce qui est le cas au début de l'année 1777, lorsqu'est signé un traité d'amitié et d'alliance entre la France et les 13 provinces unies, pour reprendre la terminologie de l'époque. Dit autrement, c'est une déclaration de guerre
à l'Angleterre. Pour les patriotes, cela change tout, en même temps que cela ne change rien. Affréter des flottes et constituer des troupes prend du temps. Les forces françaises crédibles n'arriveront pas avant 1780. D'ici là, il faudra continuer à faire avec les expédients habituels. D'un autre côté, les dirigeants états-uniens savent bien que pour les Britanniques, c'est désormais à l'échelle du monde qu'il faudra protéger leurs intérêts, d'autant que l'Espagne et les Provinces-Unies ne tarderont pas à entrer elles aussi dans la danse. Les Caraïbes, la Méditerranée, l'océan Indien sont autant de terrains d'affrontement potentiels qui mobiliseront des subsides et les armées de Sa Majesté, qui a désormais plus à perdre que ses seules 13 colonies du nord-est de l'Amérique. En 1778, François-Joseph Paul de Grasse, pourquoi un seul prénom quand on peut en avoir trois, est déjà un vieux briscard de 56 ans. Issu de la noblesse provençale, il a longtemps été destiné dans sa jeunesse à devenir frère chevalier pour l'ordre des Hospitaliers. Mais finalement, à 18 ans, il choisit d'intégrer la marine royale. Or, devenir soldat pour Sa Majesté le roi de France au début des années 1740, ça veut dire, mais il ne peut pas le savoir à ce moment-là, enchaîner la guerre de succession d'Autriche et très peu de temps après, la guerre de 7 ans. Enseigne, puis lieutenant, puis capitaine, l'homme progresse dans la hiérarchie, précédé d'une réputation de bon manœuvrier qu'il éprouve sur toutes les mers du globe, malgré le revers de fortune régulier de la marine royale. Autant qu'on puisse en juger, et ses portraits ne disent pas autre chose, il a tout de l'officier de marine. C'est un homme redouté, à l'allure imposante, doté d'une grande morgue, et que pas grand monde se laisse aller à décrire comme sympathique. Il faut dire qu'il est allé à bonne école. Au XVIIIe siècle, la discipline militaire c'est quelque chose, et la marine est peut-être le corps le plus rude en la matière. Nous retrouverons prochainement les conséquences de ce tempérament, soyez-en certains. Lorsque la guerre s'engage, De Grasse se trouve aux Antilles. Il va être amené à servir sous les ordres d'autres amiraux. Preuve du cadre mondial du conflit qui s'ouvre en 1778, on le retrouve au feu au large d'Ouessant à la fin de cette année, puis dans le combat indécis non loin de la Grenade l'année suivante. Il accompagne aussi au combat le premier amiral arrivé au secours des insurgents, l'amiral d'Estaing. Mais là, comment dire, d'Estaing prend ses alliés de haut, se coordonne très mal avec eux et échoue par 2 fois dans les manœuvres qu'il tente à Rhode Island ou à Savannah. En 1780, même s'il est toujours bien en cours, on arrête les frais. Charles-Henri d'Estaing traverse l'Atlantique en sens inverse. Il se pourrait bien qu'une place se libère. En mars 1781, sur ordre de Louis XVI, voici notre héros du jour appointé lieutenant général des armées navales. Il part de Brest avec une forte escadre et près de 3000 hommes, direction Saint-Domingue. Là, il a le temps de porter un certain nombre de coups à la présence anglaise dans les Caraïbes lorsqu'arrive au mois de juillet une demande de secours émanant du front américain. Celle-ci est rédigée par le comte de Rochambeau, qui commande le corps expéditionnaire de près de 6000 hommes envoyé par la France l'année passée, mais qui jusqu'ici n'a pas vraiment pu se mettre en ordre de bataille. Dans chacun des deux camps, la situation est compliquée. Une lassitude de cette guerre sans fin s'est installée du côté anglais. Les Anglais qui possèdent 2 armées, une stationnée à New York commandée par Clark et une autre plus au sud sous l'autorité de Cornwallis. Côté insurgé, le rapport de force sur le terrain est bien plus équilibré qu'au début de la guerre. Les milices combattantes sont plus aguerries, les populations ralliées à la cause indépendantiste plus nombreuses, mais on est bien loin de la victoire. L'année passée, en 1780, les combats se sont surtout portés vers les colonies du Sud, où les tuniques rouges ont obtenu une victoire écrasante du côté de Charleston en Caroline du Sud. Par ailleurs, les caisses sont vides et il faut recourir à des expédients toujours plus improbables pour financer ce gouffre que constitue cette guerre fondatrice. Quand arrive la belle saison 1781, les troupes de Rochambeau sont opérationnelles. Washington souhaiterait faire mouvement vers New York, mais le commandant du corps expéditionnaire français le persuade de tenter une attaque vers le sud en se portant à la rencontre de Cornwallis. Le général britannique, après avoir lancé une campagne dans les colonies du Sud, n'a pu que constater la fatigue de sa troupe et son affaiblissement lié plus encore à des épidémies qu'au combat. Contraint à la prudence, il se replie à Yorktown, une ville côtière de Virginie, dans un site bien abrité au fond de la baie du fleuve Chesapeake, un site qu'il pourra fortifier et où les Anglais seront à même de lui faire parvenir des renforts et des vivres via la Royal Navy. À moins que cela ne devienne une souricière. Dans un formidable double mouvement coordonné, terrestre et naval,
les troupes franco-américaines s'approchent du site de Yorktown. Pour Rochambeau, Washington et leurs hommes, c'est une marche forcée pour combler les 600 km qui les séparent du site. Pour De Grasse, dont le départ des Antilles ne passera pas longtemps inaperçu, il s'agit de choisir un itinéraire ni trop long, ni trop attendu des Anglais pour brouiller les cartes. Un amiral britannique part sur les talons de la flotte française, mais sans savoir où elle va. Il est alors le premier à aborder à l'embouchure de la Chesapeake, fin août. Mais surpris de n'y trouver personne, il pense les Français sur le chemin de New York et quitte une baie que les mêmes Français trouveront déserte peu de temps après. C'est donc une aubaine pour De Grasse, qui commence à déverser en toute tranquillité hommes et matériel. Le piège est en train de se refermer sur Yorktown. Le 24 septembre 1781, les 24 navires de l'amiral De Grasse sont en train de débarquer hommes et matériel lorsque l'on voit au loin des voiles qui sont celles de la flotte britannique. En effet, Cornwallis a prévenu l'amiral Graves de la présence dans la baie de Chesapeake de son adversaire. La marine britannique a donc fait demi-tour pour essayer de libérer la baie de la présence française. Le site est très particulier. La baie de la Chesapeake est immense, mais elle s'ouvre vers le large au niveau de deux caps qui sont eux très étroits. C'est pourquoi la bataille qui va suivre est tantôt appelée bataille de la Chesapeake ou bataille des Caps. Je vais maintenant vous raconter cette bataille de manière rigoureuse mais synthétique. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets une vidéo produite par un passionné qui a un niveau de vocabulaire et de jargon sur la marine que je ne saurais égaler. N'hésitez pas à aller la voir également. Plusieurs centaines de marins français sont à terre lorsque se présente l'escadre adverse. Mais l'amiral De Grasse préfère ne pas embarquer certains hommes et apparaît au plus vite pour faire mouvement vers la haute mer et rejoindre la flotte anglaise. On fait alors jeter du sable sur le pont des navires pour absorber le sang qui sera versé sans aucun doute et on s'approche de l'adversaire. Les Anglais ont l'avantage du vent, mais De Grasse manœuvre bien et parvient à positionner parfaitement ses navires en ordre de bataille. Les 1800 canons français engagent alors les 1400 canons anglais. Le tonnerre des canons gronde, l'affrontement dure des heures, il est indécis. Aucun navire ne coule en définitive, mais les Anglais encaissent des chocs bien plus rudes et des pertes plus lourdes, avec de l'ordre de 300 tués, tandis que les ordres de manœuvre côté français, tout un langage complexe à base de signaux et de drapeaux, sont exécutés rigoureusement. Le soir venu, les navires britanniques se retirent du combat pour réparer les dégâts plus au nord. De Grasse choisit alors d'exploiter sa victoire tactique plutôt que de se lancer dans une hasardeuse poursuite de la flotte anglaise. L'amiral entre à nouveau dans la baie de la Chesapeake, décidé à commencer les opérations contre Yorktown. Cela tombe bien, Rochambeau, Washington et même Lafayette sont en train d'arriver. Hors de question cependant de mettre en place un siège long. La flotte française devra regagner sans trop tarder les Antilles et sa base. Du coup, Washington laisse faire les Français qui sont de véritables experts dans ce qu'on appelle la polyurcétique, l'art de prendre des villes. Lorsque les canons commencent leur travail de sape, les navires de De Grasse écrasent littéralement sous le feu la bourgade. Le 19 octobre, tout est fini. Cornwallis capitule avec toute son armée. Il reste encore aux Anglais de solides troupes plus au nord. Mais même pour l'intransigeant George III, l'heure semble venue d'arrêter les frais. L'indépendance effective des États-Unis d'Amérique est désormais inéluctable. Washington monte à bord du navire amiral, la ville de Paris, et loue l'engagement décisif du commandant de la flotte française. De Grasse a agi comme un militaire et non comme un idéaliste opiniâtre tel Lafayette. Mais quant à savoir qui a le plus contribué sur le terrain à la victoire de la cause des patriotes, y a-t-il vraiment débat ? Vous savez, quand en 405 avant Jésus-Christ, les Spartiates ont remporté la bataille navale d'Aigos Potamos contre les Athéniens réputés invincibles sur les mers, les Grecs en ont entendu parler pendant des siècles. Alors là, on a une sorte d'amiral Nelson à la française qui remporte une victoire décisive sur les Anglais qui va contribuer à les amputer d'une partie de leur empire. Et pourtant, ni l'homme ni la bataille ne sont véritablement connus du grand public. Comment cela peut-il s'expliquer ? Alors n'y voyez pas un complot de nos meilleurs ennemis d'outre-Manche. Tout peut s'expliquer. Paradoxe étonnant, si les combats dans les 13 colonies de la Nouvelle-Angleterre cessent fin 1781, la guerre dite d'indépendance américaine se poursuit tout au long de l'année suivante, dans des théâtres d'opérations variés qui n'impliquent même pas les patriotes US. Et c'est justement en 1782
que la flotte de l'amiral De Grasse subit une défaite cuisante près des Saintes au mois d'avril. Les pertes sont terribles, le navire amiral est pris, De Grasse et 5000 de ses hommes partent en captivité. La défaite, aussi lourde soit-elle, n'a qu'un effet limité sur la fin des hostilités. De Grasse est traité avec beaucoup d'égards lors de sa captivité en Angleterre, qui ne dure d'ailleurs pas longtemps, et il est accueilli en France, certes de manière très mitigée, mais pas non plus glaciale. De Grasse en revanche ne décolère pas. Pour lui, la défaite des Saintes est celle de ses seconds, qui n'ont pas obéi à ses signaux. Ces seconds se nomment Vaudreuil et Bougainville. Oui, Bougainville, le même que l'explorateur, c'est lui. Nous avons donc, en prévision d'un conseil de guerre qui doit attribuer les responsabilités du fiasco, des gens issus de la plus haute extraction qui se déchirent. Le scandale n'est pas anodin en France, et Louis XVI s'en passerait volontiers. Ce que l'on croit comprendre derrière ces témoignages souvent contradictoires est qu'en effet De Grasse a certainement pâti de l'indiscipline d'une partie non négligeable des officiers le jour de la défaite des Saintes. Mais cette indiscipline était aussi probablement liée à la cordiale haine que vouait une bonne partie de la flotte à son capitaine, aussi bon marin que piètre gestionnaire des ressources humaines. Au total, 2 ans après la défaite, le commandant de la flotte est lavé de tout reproche et Bougainville simplement admonesté par la justice royale. Le roi ne pardonne cependant pas à son amiral d'avoir fait des vagues et le prie de gagner sa province, c'est les Yvelines, et d'y demeurer. C'est là qu'il meurt, disgracié, en 1788. Remarquez, ça lui a probablement évité de goûter à la guillotine à laquelle a eu droit celui qui fut son prédécesseur, l'amiral d'Estaing. Ensuite, c'est un peu le début de ce qu'on appelle en histoire une damnatio memoriae. En France, cette figure est oubliée. Pensez-y, un aristocrate hautain, sans lien avec la Révolution française, dont le retour en France fut à tout le moins piteux, on oublie. De Grasse, il n'est presque jamais question au XIXe siècle. Et c'est finalement des États-Unis que viendront sur le tard des marques d'intérêt. Entre-temps, le héros des deux mondes, le marquis de Lafayette, actif jusque dans les années 1830, avait bien eu le temps d'écrire sa légende. En définitive, alors que l'on célèbre les 250 ans des États-Unis, l'amiral De Grasse apparaît bien comme le nom oublié du grand public, qui peu à peu se refait un nom justement. Il a un lycée dans la ville dont il portait le nom et des références régulières qui lui sont faites de part et d'autre de l'Atlantique, dans les milieux de la marine tout particulièrement. Tenez, d'ailleurs, regardez comment s'appelle le dernier né des sous-marins d'attaque français qui doit précisément mettre le cap vers les États-Unis. Ça ne s'invente pas. Je ne résiste pas à l'envie de vous partager la devise du bâtiment. D'ombre et d'acier, fort et féroce. Ça va certainement très bien pour l'engin, ça va aussi assez bien avec son nom, n'est-ce pas? Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous êtes resté jusqu'ici, admettez qu'il serait dommage de ne pas vous abonner ou lâcher un petit pouce. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo qui va nous faire passer des mers à la Lune.